Quelque temps après, la chance me sourit encore. Nous avions à bombarder un dépôt de munitions à Festieux. La visibilité était merveilleuse, temps clair et pleine lune. J'étais descendu à 700 mètres environ pour bien repérer l'objectif, confiant dans le fait qu'un avion devient pratiquement invisible la nuit au-dessus de 500 mètres. Lorsqu'en repartant, mission accomplie, une rafale de balles de mitrailleuse frappa notre avion. Je ressentis comme un violent coup de bâton et constatai que ma cuisse saignait. Bonon me fit un vague garrot avec sa ceinture, mais finalement, c'était simplement une forte ecchymose. Heureusement, la balle avait touché d'abord un des ressorts à boudin du siège. Elle bascula, perdit sa force, car elle eut à entraîner un ensemble de crins et de ressorts qui agit comme un bouclier. Sans cela, il est certain qu'elle m'aurait gravement blessé, alors qu'il ne resta qu'un souvenir après quelques jours. Après l'échec de l'offensive du 16 avril, l'escadrille regagna Nancy et nous effectuâmes à nouveau le bombardement des gares du bassin de Briey. En feuilletant mon carnet de vol, je retrouve bien souvent la notation « descente HC », c'est-à-dire descente hélice calée, car je m'entraînais à cet exercice dès que j'étais monté à une certaine altitude. Indépendamment de l'intérêt que présente pour un pilote la manœuvre d'un avion lourd sans moteur, cela permet de garder son sang-froid lorsque la panne se produit brusquement. En voici 2 exemples. Un certain soir de juillet 1917, nous repartions, mon ami de Chabannes et moi, pour bombarder la gare de Thionville, que nous avions déjà attaquée la veille. Expédition sans histoire d'un peu plus de 2 heures. Mais les jours se suivent. Après un décollage normal, brusquement, à 150 mètres de haut environ, alors que je venais à peine de quitter le plateau, le régime du moteur baissa brusquement. En école de pilotage, les moniteurs disaient aux élèves « Si vous avez la panne au départ, surtout ne virez pas. Vous risquez une perte de vitesse. Atterrissez droit devant vous. » Ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, il n'en pouvait être question, car devant nous le plateau se prolongeait par de petites collines, sur lesquelles il était impossible de se poser. Heureusement, quand nous partions en mission, les projecteurs éclairant l'aire de départ restaient allumés quelques minutes, pour permettre précisément à un pilote d'y réatterrir, s'il jugeait que le fonctionnement de son moteur n'était pas normal. Mais en cet instant, c'était la panne brutale. Pas question de faire le tour du terrain pour venir s'y poser normalement face au vent. Aussi, je pique violemment pour éviter la perte de vitesse, je vire sec et, moteur coupé, je me pose sur la piste vent arrière à grande vitesse. J'allume mes phares, car bien entendu, je suis très vite en dehors de la piste éclairée. Je vois arriver les hangars, mais j'ai la place de passer entre deux. Nous sautons un petit chemin, heureusement sans fossé d'irrigation, qui borde le terrain, et m'arrête dans le pré se trouvant de l'autre côté, sans rien casser. De Chabannes me prend aux épaules et m'embrasse, en me disant « Si j'avais été avec le capitaine… » De Chabannes était en effet son observateur habituel. « Je serais mort !» Et je lui répondis simplement « Tu serais mort !» car je me rendais compte de la difficulté de la manœuvre et de notre chance. Et dire qu'un peu plus d'1 mois plus tard, je devais encore m'en tirer dans des conditions cette fois si exceptionnelles qu'il n'en est certainement d'exemple dans nos missions de bombardement de la Grande Guerre. C'était au début d'octobre 1917, le premier de ce mois. Nous effectuions, Bonon et moi, entre 1h et 4h du matin, 2 bombardements à la suite, sur la gare de Courcelles, qui était un objectif relativement rapproché. Le lendemain, mon appareil était en révision, mais comme il s'agissait toujours de ne pas manquer une expédition quand le temps le permettait, j'empruntai l'avion de notre chef d'escadrille, le lieutenant de Langlade, parti en permission. Sur son avion, était-ce une prémonition, de Langlade avait fait peindre, en plus de l'étoile bleue, un signe de la 101, en exergue, Pericula l'eau douce, jeu dangereux. Cela m'avait permis d'effectuer mon 100e bombardement, avec entre autres cette annotation sur mon carnet de vol. Assez bon tir, fortement canonné. Le lendemain soir, j'ai repris l'avion du lieutenant de Langlade pour attaquer le même objectif, la gare d'Arnaville. Le départ est normal, mais brusquement, à quelques 40 mètres de haut, le moteur accuse une violente baisse de régime. Un coup d'œil à droite, je n'ai pas la possibilité de me poser sur le plateau. Je n'ai d'autres ressources que de piquer vers la vallée que nous dominons d'un peu plus de 200 mètres. Je crie à Bonon « Essaye de lâcher les bombes !» Non amorcé, sur le terrain d'essai de bombardement de Pic-Séricourt, en bordure du plateau. Mais il n'en a pas le temps, et je commence à chercher un terrain où me poser. Il est près de 22 heures, la lune est dans son dernier quartier, la visibilité est médiocre. Je vois monter une colline devant moi.
J'aperçois, bordant la Meurthe, un espace blanc, bordé par des arbres où il semble possible de se poser, en l'abordant par le côté opposé à cet obstacle. Nous descendons très vite. Le moteur tourne à peine à la moitié de son régime, et nous avons 250 kilos de bombes à l'avant. Je vire très sec et très incliné. Bonon m'a dit quelques instants après « Jamais je ne t'ai vu virer aussi incliné, sans bombe. » Et de la sorte, j'arrive au sol, exactement à l'entrée de ce petit terrain. Je fais sauter mes 2 contacts de magnéto pour éviter un incendie possible, et je me trouve brusquement dans la brume. Ce que j'avais pris pour un terrain était en effet une nappe de brume légère, recouvrant heureusement un pré bordant la Meurthe. Le moteur étant coupé, j'entends encore Bonon me criant « Assois-le! Assois-le !» J'avais pas besoin de cet encouragement. Je me pose, manche au ventre. Dans ces moments, tout passe très vite. Je me suis dit « Les arbres sont-ils encore loin ?» Lorsque brusquement, dans une gerbe d'eau, arriva la rivière. Le bord de l'eau était en pente douce. La Meurthe avait une 50aine de mètres de large. Notre course se termina en son milieu, sur un fond heureusement uni et plat. L'eau affleurait le bas de la carlingue, ce qui correspondait à environ 1,30 m de profondeur. J'avais perdu de vue la Meurthe en terminant mon atterrissage. Les arbres étaient heureusement de l'autre côté de la rivière. Nous nous embrassâmes, et je fumai la plus merveilleuse pipe de ma vie. Nous attendîmes environ 3/4 d'heure qu'une voiture de l'escadrille, ayant à bord notre ami Bogart, vint nous chercher, après avoir du reste trouvé un bateau pour nous permettre de regagner la rive. Le surveillant de la piste s'était aperçu en effet que l'avion avait disparu dans la vallée, et on s'était mis aussitôt à notre recherche, non sans inquiétude. Le lendemain matin, l'avion fut photographié sous toutes les coutures, comme également le bateau de sauvetage d'une 12aine de mètres de long, qui servit par la suite au démontage de l'avion. Les détails de cette aventure sont absolument incroyables. Une fois ramenés sur la berge et traversant le pré où nous avions atterri, s'y trouvaient de belles vaches noires couchées. Et Bogart me dit « J'ai pu facilement entrer avec la voiture dans ce pré parce que vous aviez arraché avec l'avion les barrières en fil de fer gardant les vaches. » Nous n'en avions touché aucune. Le lendemain matin, le commandant Villaumet, commandant le groupe de bombardement, était stupéfait. Il me dit « Comment avez-vous pu vous poser dans ce terrain la nuit avec des bombes ? Il serait impossible d'y poser 2 jours avec un avion déchargé. » Bien mieux. Une ligne de force électrique se trouvait près du terrain, dans notre ligne d'atterrissage. Nous avons dû passer à quelques mètres au-dessus. Dernier détail, en raison de la proximité du terrain de Melzeville, que bombardaient de temps en temps les avions allemands. Ce pré avait reçu des bombes. Or, les traces des roues de l'avion se trouvaient à quelques mètres d'un trou d'obus profond d'environ 5 mètres de diamètre, dans lequel l'avion aurait capoté. Quand ce n'est pas le jour... Si un aviateur lit ce récit, je dirais que si j'ai pu réussir cet atterrissage, c'est que dans ce type d'avion, le pilote était assis dans la carlingue à l'extrême pointe de celle-ci, de sorte qu'il se trouvait à 1,50 m environ à l'avant des ailes, dans le vide. Il était donc possible de ne pas perdre le sol de vue dans l'approche d'un terrain, quelle que soit la position de l'appareil. Même en virage très incliné, l'aile ne pouvant pas masquer le sol, il était donc possible de contrôler la descente de bout en bout. Et dans cette aventure, j'ai pu arriver avec précision juste à l'endroit du terrain choisi. Ce terrain était du reste très insuffisamment long. J'ai dû me poser avec 250 kilos de bombes à une vitesse d'au moins 100 km à l'heure, puisque nous nous sommes retrouvés freinés par l'eau à environ 25 mètres du bord. La berge étant en pente douce, nous avons pu nous poser, sans rien casser. J'ai souvent discuté de cette question avec des camarades pilotant des avions de chasse ou d'observation, dans lesquels le moteur est à l'avant, et qui me disaient, en cas de capotage ou de percussion, « Vous êtes écrasé par le moteur qui est derrière vous. » À quoi je répondais, et l'expérience l'a prouvé, « Grâce à cette visibilité exceptionnelle, on peut beaucoup plus facilement s'en tirer. » J'eus droit également au remerciement du lieutenant de Langlade quand il rentra de permission. Il ne s'en serait certainement pas tiré s'il avait été à ma place, et il en profita pour me dire « Cette fois c'est fini, nous attendons les voisins Renault 300 chevaux d'ici quelque temps. On ne partira plus en bombarde de nuit sur les voisins Peugeot. » De fait, 15 jours après, je partais au Bourget chercher le premier voisin Renault. Le hasard voulut qu'en raison du mauvais temps, je ne regagnais Nancy qu'en 2 étapes, atterrissant à Villeneuve-les-Vertus et à Saint-Dizier, ce qui me rappela le voyage du jeune pilote que j'étais près de 2 ans plus tôt. Mais de Langlade ne s'inquiéta pas de mon retard, comme l'avait fait autrefois le capitaine Laurence.